Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus. Nous sommes jeudi et donc nous allons parler anthropologie noire avec notre expert des humanités classiques africaines Nusire Kalala Omotunde. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le jeudi 31 mars 2022 et à compter de ce soir, nous sommes free puisque l'état d'urgence sanitaire prend fin. Fini les restrictions comme le couvre-feu entre 23h ou 20h ou 21h et 5h du matin. Les autorités mettent aussi un terme aux jauges dans les établissements recevant du public. Le pass sanitaire n'est plus requis sauf dans les hôpitaux. L'obligation vaccinale, elle restera en vigueur pour les personnels de santé, même si ça n'a plus vraiment de sens d'un point de vue sanitaire. Et notez aussi que le port du masque se terminera à partir du 4 avril prochain. Et demain, nous aurons la traditionnelle révision du prix des produits pétroliers. Et grâce à un tour de passe-passe savamment orchestré, eh bien, les autorités ont fixé le gasoil et le sans-plomb au même prix, soit 1,82 € le litre. La bouteille de gaz, elle, augmente de 75 centimes et passe à 27,65 €. Et nous avons appris aujourd'hui le transfert de Lillo vers une prison de l'Hexagone. Il s'agit du 3e membre de l'association des grands frères à subir un éloignement dans le cadre de cette procédure qui elle-même a été délocalisée du parquet de Pointe-à-Pitre au GIRS de Martinique. Visiblement, la famille n'a pas été informée de ce transfert. Et concernant les droits de visite des grands frères qui sont actuellement détenus depuis plus de 2 mois, eh bien, il semblerait que la situation évolue et qu'on puisse avoir de leurs nouvelles directement, peut-être la semaine prochaine. On vous tiendra informé. Et l'an dernier, Martin Tranchot a été condamné à 24 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de ses 2 épouses d'origine dominicaine. En 2008, il commet son premier assassinat sur Ginette Reyes, âgée de 23 ans et enceinte de 3 mois. 8 ans plus tard, sa femme, Belkis Peña de Ressus, 44 ans, est portée disparue le 1er mai 2016. Sa fille, âgée de 19 ans à l'époque des faits, était venue en Guadeloupe pour tenter de retrouver sa mère. Des recherches vaines puisque les corps n'ont jamais été retrouvés. Et l'homme, entre-temps, a fait appel de sa condamnation et nous étions aujourd'hui au 4e jour de procès. Nous avons rencontré la mère de Ginette et la fille de Belkis. Regardez. La defensa está peleando con nosotros. Realmente entiendo que ha sido un trabajo excelente. Nuestra fiscal se ha tomado para ella este dolor que tiene la familia de Ginette y la familia de Belkis Peña de Jesús. Esperando en Dios y en la justicia de Guadalupe que este señor Martín Trenchón siga pagando su condena. Él está apelando, pero con la justicia de Guadalupe y con la gracia de Dios y la justicia de Dios, yo sé que él va a permanecer preso, porque él ha destruido 2 familias, una madre, una hija, y nosotros lo único que queremos es que la verdad salga a la luz, que este hombre confiese qué hizo con el cuerpo de Ginette y qué hizo con el cuerpo de mi madre. Es lo que la familia quiere, que este hombre quede preso y que finalmente se pueda enterrar el cuerpo de mi madre y de Ginette, recuperar qué pasó, qué él hizo, dónde están esos cuerpos, qué pasó, dónde está Ginette y dónde está Belkis. Estamos muy agradecidos con ella y agarrados de Dios que todo va a salir bien, con Dios por delante. Que pague su condena y que diga dónde están los cuerpos, que nos entregue nuestros familiares, que por lo menos para uno tener donde uno saber que están, para uno saber dónde lo va a llorar, para uno desahogarse por lo menos, porque es una impotencia terrible.
Maître Moron, nous sommes au 4e jour de l'appel de M. Martin Tronçon, le fils du diable comme on lui aime s'appeler. Que cherche-t-il? Je suppose que M. Tranchot ainsi que ses avocats attendent et espèrent de la Chambre des appels de la Cour d'assises un acquittement. Un acquittement après avoir tué 2 femmes, dont une foutue mère. Bien évidemment, c'est un peu compliqué et difficile à entendre. Un acquittement puisqu'il pense ne pas être l'auteur de ces disparitions de une et encore moins l'auteur de ces assassinats. Un reportage d'Eduardo Pérez. Et on enchaîne avec le congrès académique de la FSU, une sorte de brainstorming autour de solutions pour améliorer la qualité de l'enseignement. Encore faut-il que ça ait écho auprès des autorités compétentes. Le reportage. Alors l'objectif du congrès académique du SNES Guadeloupe, c'est de réfléchir ensemble sur l'éducation en Guadeloupe. Quelles réponses on peut apporter, quelles réponses on peut proposer à l'administration pour pouvoir améliorer notre éducation pour nos gamins. On a un gros problème dans l'académie, c'est qu'on a un énorme déficit de postes. Il manque une centaine de postes que le ministère ne veut pas nous donner. Et donc notre réponse, notre proposition qu'on fait à l'administration, mais aussi au ministère, c'est de demander que l'académie soit classée entièrement en éducation prioritaire renforcée. Ça a été une constatation, on a moins n'a prioritaire renforcée que la France. C'est-à-dire qu'on a des conditions bien plus difficiles d'enseignement. Il nous faut un plan de rattrapage et on n'a pas d'autre solution que ça. Oui, on a écrit un texte action, qui est un texte sur ce que les congressistes nous ont demandé à nous au bureau académique de faire. Donc on va demander à la rectrice de réfléchir à ça. On sait qu'actuellement la rectrice n'est pas sur cette réflexion parce que le ministère ne veut pas entendre parler de ça. C'est un ministère dont on a compris qu'il ne s'intéressait peu à la réduction des inégalités scolaires. Mais nous, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite. On a aussi une autre réflexion qui commence à monter assez fortement, c'est sur le temps scolaire, les rythmes scolaires au niveau du collège. Parce qu'on a des enfants qui commencent à 7h du matin. Alors c'est pas un problème de commencer à 7h du matin, mais on a aussi un problème des enfants qui doivent prendre des bus. Et parfois les bus sont autour de 4h du matin. Et quand un enfant se lève à 4h du matin pour finir sa journée à 17h, c'est extrêmement compliqué pour lui de pouvoir rentrer et de ne pas être fatigué à la fois au collège et à la fois à la maison. Alors on a plusieurs difficultés, par exemple au collège de Nestor de Kermadec, on a su qu'on allait en fait perdre une classe. Au niveau de la 5e, sachant qu'au niveau des élèves de 6e, nous avons à peu près, 73 élèves. Et donc, normalement, nationalement, on ne peut pas faire des classes de plus de 28 élèves. Alors en perdant cette division, on sait actuellement, donc vous voyez on est en mars, on sait déjà qu'on va avoir des classes de 30, 32 élèves, voilà. Ce qui est inadmissible puisqu'il faut savoir que le collège de Nestor de Kermadec, c'est un REP+. Et donc REP+, veut dire que c'est un réseau d'éducation prioritaire renforcé. Dans notre métier, on a besoin d'avoir un certain équilibre, de savoir où est-ce qu'on va et aussi pour rassurer les parents, tout simplement. Donc c'est vrai que là, j'appelle, c'est un appel vraiment pour dire mais attention, est-ce que vraiment il faut bloquer, est-ce qu'il faut vraiment passer sur quelque chose qui est un peu, je dirais un peu une violence pour se faire entendre en Guadeloupe? C'est vraiment la question qu'on se pose là. Et à l'école Lucie Calendrier de Sainte-Anne, on se prépare à la survenue de tremblements de terre. L'objectif des exercices est de développer des automatismes chez les enfants afin de pallier aux difficultés pour gérer l'évacuation de gros effectifs. Le reste en images. Il n'y a que comme ça qu'on peut les familiariser, c'est en leur donnant l'occasion de le vivre, même si ce n'est pas la réalité. Il faut qu'ils connaissent les bons réflexes pour que le jour J, surtout qu'on sait que si ce jour-là arrive, les enfants seront dans des conditions assez particulières, il faut qu'ils aient acquis des automatismes. Donc là, l'objectif, c'est de leur donner ces automatismes pour qu'ils n'aient pas à réfléchir le jour où on aura effectivement cet événement qu'on espère qu'il ne va pas arriver, mais qui a de fortes chances d'avoir lieu un jour. C'est surtout dans un premier temps une formation de formateurs risque majeur pour doter l'académie de personnes suffisamment, pas forcément pointues en tant que scientifiques, mais des gens
qui seraient qualifiés pour pouvoir parler des risques majeurs, pour pouvoir transmettre aux autres collègues, pour faire des formations de manière à un peu propager sous l'académie les notions, les bonnes pratiques. Les formateurs ont pu accompagner les élèves pour se rendre compte de ce que ça impliquait en fait le déclenchement d'un plan particulier de mise en sûreté dans un établissement scolaire, les difficultés que l'on peut rencontrer pour gérer un tel exercice avec un effectif de jeunes qui est quand même conséquent, puisque là nous avions 380 élèves qui ont eu à gravir jusque le haut du Morne pour se mettre en sûreté. Les enfants sont déjà préparés. Les premières alertes ont permis à certains de se mettre en sûreté sous des tables, ce qu'on a vu que c'est fait très bien. Les premiers sont sortis de l'école et ensuite toute l'évacuation s'est fait vraiment dans le calme. Les enfants étaient bien sûr contents, mais on sait que le jour d'une vraie évacuation, ça ne sera pas le cas. Mais ça s'est vraiment passé dans une ambiance bon enfant. J'ai pour coutume de dire qu'on a tous les risques, sauf le risque nucléaire et les avalanches. En plus, Guadeloupe, terre de champions, malheureusement, nous sommes champions pour tout ce qui est cyclone et séisme, puisque la Guadeloupe, tout comme la Martinique, nous sommes en zone 5, c'est-à-dire les zones les plus sollicitées concernant le risque sismique. Une conduite à tenir sur laquelle il faut communiquer, c'est la consigne qui doit être donnée aux parents dans ces cas-là. Quand il y a un PPMS dans l'établissement scolaire, les enfants sont gérés pour être mis en sûreté. Et donc les parents doivent attendre pour récupérer leurs enfants que les autorités le permettent. Et surtout, ne pas se précipiter pour aller chercher les enfants parce qu'ils se mettent en danger et ils peuvent mettre aussi en danger les enfants. Et les élèves de 3e cycle, eux, participaient à la finale du rallye des mathématiques. 8500 enfants ont participé au concours cette année, soit largement plus qu'au niveau national. Et oui, Guadeloupe, terre de champions, mais pas qu'en sport, hein. Regardez. 3, 2, 1, top, vous pouvez lancer. Chaque année, on a une participation qui est exceptionnelle. On dépasse de très très loin les grandes académies de métropole. Pour vous donner une petite idée, l'Académie de Bordeaux, qui a le plus gros rallye de France, doit avoir, je crois, 6 ou 7 000 participants. Et cette année, en Guadeloupe, malgré le Covid qui nous a donc diminué énormément nos effectifs, nous sommes à 8 500 participants. Il y en a autant en Martinique, puisque l'université est sur les 2 îles. L'année dernière, on avait eu, souvenez-vous, une baisse du Covid en janvier, moment d'inscription au rallye. Donc tous les établissements avaient envie de participer. Et l'année dernière, on a eu le record de participation, avec sur les 2 îles 24 000 enfants qui ont participé, dont 13 000 en Guadeloupe. Nos catégories, c'est donc depuis les petits jusqu'aux lycéens. Donc là, aujourd'hui, c'est la finale du cycle 3, qui comprend le CM1, le CM2 et la 6e. La semaine dernière, mercredi dernier, c'était la finale des lycéens. C'est seconde première générale et seconde première professionnelle. Les professionnels participent aussi au concours de mathématiques. Et la semaine précédente, c'était sur le cycle 4. Donc on avait les 5e qui ont un sujet un peu particulier, ils ont un sujet multilingue. Et l'attachement que l'on porte aux mathématiques, là, et puis la reconnaissance aussi du travail fait par les équipes éducatives en lien avec l'Université des Antilles, l'IREM, pour développer aussi l'appétence pour les mathématiques. Et vous savez que c'est une problématique aujourd'hui au niveau national, mais qu'on rencontre même d'une manière amplifiée en Guadeloupe. Donc il est important que nos élèves tombent amoureux des maths. Et à travers les compétitions, à travers tous les projets qui sont engagés par les équipes et qui sont vraiment très nombreux, je crois qu'il y a vraiment cette idée que les maths, vous les utilisez tous les jours dans votre vie. Après, évidemment, il y a différents niveaux d'utilisation jusqu'au niveau expert en termes de maths. Mais il faut se rendre compte qu'à chaque niveau correspond à un besoin d'acquis pour ces élèves. Et je crois que le jeu est toujours une très belle entrée parce qu'ils ont moins l'impression d'être dans un cours classique de mathématiques. Et ici, je crois qu'ils se font vraiment plaisir. Un reportage signé Olivier Félix. Et on enchaîne avec la matinale dédiée aux mamans entrepreneurs. Accompagnons les femmes porteuses de projets à créer leur entreprise. Alors, chaque mois, le dernier samedi du mois, on fait une manifestation qui s'appelle Les Matinales. Et aujourd'hui particulièrement, nous étions avec Valérie Bolivar qui va venir sur la thématique les mamans entrepreneurs.
et nous donner les astuces, les méthodes nécessaires pour agencer notre vie quotidienne en ayant un enfant, tout en restant productive et pouvoir continuer à développer et à accroître son activité. C'est histoire d'aider, on va dire, ces mères de famille, s'ils veulent créer des entreprises, peut-être on va dire en ligne. Oui, tout à fait. En fait, il y a la partie création de sites internet. Maintenant aussi tout ce qui est identité visuelle, puisque au départ, il faut construire son identité visuelle. On va partir de l'histoire de l'entreprise pour pouvoir lui créer son logo et ensuite faire toute la partie communication visuelle et aussi tout ce qui concerne les supports qu'elle pourra proposer à ses clients. On voit de plus en plus de femmes porteurs de projets ou qui entreprennent et au sein des premières de Guadeloupe, on le ressent énormément. Nous organisons les matinales une fois par mois, le dernier samedi du mois. Soit ça se passe dans notre local, soit ailleurs, comme aujourd'hui ici. On remercie la Librairie Générale de nous avoir accueillis, avec un sujet qui peut être un petit peu plus sérieux, parler des finances, parler du droit, mais aussi sur le bien-être, sur des choses un petit peu plus psychologiques, pour aider, toujours dans ce but d'aider les femmes qui entreprennent. Parce qu'au sein des Premières de Guadeloupe, nous sommes un incubateur féminin et nous accompagnons toutes les femmes qui souhaitent créer une entreprise, reprendre une entreprise ou qui ont déjà créé et qui souhaitent asseoir leur société. Les Premières, il faut savoir qu'on appartient à une fédération qui regroupe 12 incubateurs répartis donc, en France hexagonale et également sur les Outre-mer avec la Martinique qui s'est ouverte il y a peu de temps. Et nous, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que nous sommes actifs sur le territoire. Et donc avec cette énergie et ce dynamisme de toute cette fédération des Premières qui existe maintenant depuis de nombreuses années. Je profite également de cet instant pour parler d'un appel à projet dont nous avons justement été lauréats. Actuellement, il y a une promotion sur l'accélérateur émergence qui va permettre d'accompagner les femmes qui sont issues des quartiers prioritaires de la ville pour être accompagnées gratuitement pendant 6 mois. Il y a la dernière promotion qui va démarrer le 4 mai et donc j'invite toutes les femmes qui sont issues de ces quartiers prioritaires à déposer leur candidature sur le site des Premières, www.lespremieresdeguadeloupe.com. Et on part pour la présentation du challenge Saveurs d'Outre-mer où l'on compte la participation de chefs même venus de la Dominique et de France hexagonale. Le reportage. Ça va se passer en 3 temps. Il y a 3 temps forts sur cette semaine. Donc il y a le challenge dans les centres de formation. Premier temps fort. Ensuite, deuxième temps fort, c'est des conférences qu'on va faire aussi pour le grand public, donc au mémorial, et une autre sur le site du campus, au lycée hôtelier. Et ensuite, le troisième temps fort, c'est le repas solidaire. Que là, en fait, on enlève tout protocole et on fait la cuisine avec les chefs de la délégation, des jeunes en centre de formation et de la population volontaire. Et ça sera uniquement sur inscription. Voilà. Et on fera un repas tous ensemble pour les plus démunis. It's an amazing opportunity, I think, for the youth. C'est une très bonne opportunité, au contraire, justement, d'expliquer qu'en Dominique, il n'y a pas cette opportunité. Donc, nous avons une chance en Guadeloupe de pouvoir faire ce challenge et surtout de pouvoir suivre les jeunes de ce challenge. J'ai toujours été engagé dans la formation des jeunes. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion pour pouvoir, à côté d'un grand chef étoilé, meilleur ouvrier de France, de montrer que les choses qu'on voit à la télé sont accessibles aussi. Il n'y a pas que dans les top chefs qu'on peut toucher et qu'on peut voir et partager des bons moments comme ça avec des chefs étoilés. C'est de la transmission, c'est aussi apprendre, hein. C'est apprendre des autres chefs qui sont là, apprendre des jeunes aussi, parce qu'ils ont certainement des choses à apprendre, et puis nous à transmettre, comme j'ai expliqué tout à l'heure, si on arrive à faire briller une petite étincelle à travers ces jeunes et leur donner l'envie de faire ce métier de cuisinier ou de la restauration ou de l'hôtellerie, voilà, c'est important d'être présent. Humainement, quelqu'un d'exceptionnel, ou quand je lui ai parlé du projet, je lui ai dit juste 1 minute du projet, et il m'a dit ok, je vois dans mon agenda et je viens. J'ai toujours un regard d'apprenti. Encore une fois, c'est
Je me régale toujours d'apprendre de nouvelles choses, de nouveaux produits. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant d'enrichir son savoir à travers les autres. Et on part pour le lancement du nouveau festival Nouveau Regard qui explore de nouvelles façons de créer et de vivre le cinéma et la création effectivement de nos jeunes réalisateurs. Regardez. C'est une jeune association qui a été créée pour porter un peu le festival Nouveau Regard, puisqu'en fait, dans le cadre juridique le prévoit. Et c'est une association qui, d'une part, œuvre dans le cadre du festival, mais qui essaie aussi, hors festival, de lancer des opérations à destination du public, toujours à cette éducation pour porter un nouveau regard sur le cinéma. Il y a quelques années, nous faisions des diffusions de films que nous avons dû interrompre pour cause de pandémie, mais nous allons bientôt les reprendre. Plusieurs films en compétition, donc, qui viennent de la Grande Caraïbe. Nous en avons sélectionné 19, mais il y a 29 films en tout qui seront projetés. Les films sont vraiment des films très libres, parce que c'est un cinéma indépendant, c'est aussi pour ça qu'on l'appelle comme ça. Donc un cinéma qui va raconter nos histoires caribéennes et aussi nos problématiques, nos questionnements actuels dans la société dans laquelle on vit. Donc quelque chose de très très contemporain. Donc voilà, j'invite tout le monde à venir voir ces 19 films en compétition. Nous avions l'habitude déjà de faire des séances un peu insolites. Il y a eu une séance à Ravinchock, dans la piscine, une séance à l'aveugle. Mais là, cette fois-ci, nous serons dans des cadres bucoliques. Pour cette 5e édition, on aura 2 séances événementielles, donc des séances avec beaucoup de surprises, notamment une à Vallombreuse, donc une séance en forêt le soir, donc très énigmatique et mystérieuse, avec un film en avant-première nationale, et une séance à Zévalos avec tout un univers autour des années 70, que ce soit la musique, les street food et le film, qui est un film d'époque, c'est un film des années 72 et qui est Shaft. Pour Canal+, c'est une ambition qu'on a depuis maintenant beaucoup d'années, de soutenir la production locale. Donc toutes les œuvres qui sont réalisées, qui sont écrites, qui sont tournées en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Et dans le cadre du Nouveau Regard, on soutient évidemment le cinéma. On leur offre une fenêtre d'exposition parce qu'on va les diffuser. Et on va les diffuser sur nos antennes, sur Canal+. Ils vont être accessibles également sur notre plateforme MyCanal, donc plusieurs mois accessibles. On va leur faire une autopromotion, on va parler d'eux. La région Guadeloupe en est un partenaire principal et nous avons, dès le début de ce festival, été à leur côté afin de pouvoir les soutenir. Pour nous aussi, financer le cinéma, c'est comme si on finançait la promotion de la Guadeloupe au niveau touristique. Cela permet bien sûr que les gens puissent vouloir venir découvrir ce que ce pays qui en a fait du cinéma l'axe principal de sa culture. Donc c'est du 6 au 10 avril 2022. Donc le site principal, c'est le Palais de la Culture en Félix Proto aux Abîmes. Et on a une projection à Vallombreuse, une autre au Moule à Zévalos et également au Café Papier. Un sujet de Vianney Valverde et Jordi Filoma. Très bon Jordi. Et maintenant, on souhaite un très joyeux anniversaire à une jeune demoiselle qui célèbre ses 100 printemps, Émilienne Anastasie Alexandre. Des années durant, ce potomitan a commercé à travers les îles anglaises. Une femme qui a bien vécu et justement pour qui la vie était bien mieux avant. Elle nous a même dit que maintenant, c'est tout pourri parce que toute bitait d'où vendait, comme on dit chez nous. Regardez. Le temps passe court et battant tristement dans mon cœur si doux. Elle est toujours là, toujours présente et c'est une femme forte, c'est une femme battante, c'est le potomitan de la famille. Je ne fais pas côtière, je travaille à un bon bateau, à Yvonne Saint-Martin. Porto Rico, je suis à les îles anglaises, toutes les îles anglaises de café. Au quotidien, je dirais que c'est le chef des travaux en cours d'acquisition parce qu'elle veut toujours regarder tout ce qu'on fait, même si malheureusement avec l'âge elle ne peut plus faire certaines choses, mais elle est toujours au cœur de l'action et elle veut toujours vérifier que ce soit bien fait et il faut qu'on fasse à son goût. Ça c'est très important.
enlevé 3 timons. En fait, on a enlevé des. Et qui j'en la ville hier avant? Ah ben la ville a été mieux, à présent il pourrit. Pourquoi il pourrit? Ah parce qu'il y a un travail devant derrière. Un travail la ville devant derrière, il y a la descente. Nous ni la gel, nous ni tout le bité. On ne peut pas, on croit commencer à écouter les obstacles pour pas finir. Ah c'est dur. Nous croyons faire bité pour de près bon Dieu. Il n'est pas content de ça, nous avons fait. Nous ne pouvons pas marcher tourner à la. Sinon, l'eau, c'est ça. Oui, sinon, l'eau, c'est pas bon. Et ça, quand il a, c'est vrai. Ah ouais, il a fait des bitins, il a fait mal. C'est ça qui n'est pas bon. Elle est très contente. Elle voulait faire une plus grande fête. Malheureusement, avec le Covid, on est obligé de faire un peu de restrictions. Donc, on fait une toute petite fête, mais on lui fait quand même honneur aujourd'hui. Elle est contente. C'est un moment qu'elle passe avec sa famille. Donc, c'est un agréable moment pour elle. Nous avons eu 3 centenaires. Donc, accompagnés du maire, on a pu visiter 2 personnes de 102 ans. Et aujourd'hui, une 3e centenaire. Donc, ça prouve qu'il fait bon vivre au Lamentin. Mais tout ça pour dire qu'on est heureux de pouvoir d'être là avec ces personnes, avec les parents. Ce sont des centenaires qui sont nos mémoires vivantes au Lamentin, puisque 100 ans, ça n'arrive pas tous les jours, ça se fête, c'est une journée exceptionnelle. Quel message Caballo? Moi, un Caballo, t'es content là, là, c'est un peu quoi, bien. C'est un peu quoi, bien. Mais au cas du temps, on va venir. Parce que c'est bon. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, mamie, joyeux anniversaire. On sent quand même la femme de poigne. Hein. Vous avez entendu effectivement qu'elle a dit que la liste des avis d'obsèques ne cesse de s'allonger. Bon là, c'est plus dû au Covid. Vous le savez bien, mais il ne faut pas perdre de vue effectivement qu'il y a l'effet papy-boom, qu'il y a beaucoup de nos aînés, je le dis souvent, il y a beaucoup de nos aînés qui vont s'éteindre dans les 10-15 prochaines années, puisque ce sont les répercussions effectivement de la forte natalité d'après-guerre, donc ce fameux baby-boom. Et là, nous sommes à la conséquence, à la fin du voyage pour eux, puisqu'ils rentrent dans un âge, on va dire, dans un âge avancé. Donc c'est pour ça que la mortalité, les taux de mortalité augmentent d'année en année, ça s'est accéléré depuis au moins 2015 maintenant. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. N'oubliez pas qu'à compter d'aujourd'hui, enfin de ce soir minuit, c'est la liberté, puisqu'effectivement, c'est la fin de l'état d'urgence sanitaire qui permettait des mesures restrictives comme ce couvre-feu donc qui prendra fin dès ce soir. Les jauges dans les établissements recevant du public sont terminées également. Le port du masque, lui, sera aboli dans la foulée. Le 4 prochain, j'imagine qu'il y en a 2-3 qui risquent de prendre un petit peu d'avance ce week-end, n'est-il pas? Mais en tout cas, à partir du 4, pas de port du masque obligatoire. C'est fini tout ça. Le pass sanitaire également saute, sauf pour les établissements de santé. L'obligation vaccinale demeure aussi pour les personnels soignants, mais pour l'instant, techniquement, si tout le monde est raisonnable, ils devraient revenir sur leur décision et réintégrer les personnels soignants, puisqu'il n'y a plus de raison sanitaire pour les évincer, pour les écarter du soin, sachant effectivement que les hôpitaux ne tournent pas très rond depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Nous le savons. Une bonne soirée à vous sur Canal 10. On se retrouve demain. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le jeudi, anthropologie avec Nyosire Kalala Omotunde, ce sera juste après la pub. Et avant cela, jeudi, bonsoir à Lydia Luce, à Moïse Caramel, bonsoir à Alexis MTL, bonsoir à Rulé Bronson Style Steve, bonsoir à Fabien Média 97+, bonsoir à Marie-Lou, à Eluxin Mathieu, à Alain Haine, bonsoir à Maggie Delaney, bonsoir à Raphaëla Duflo, à Patricia de Normandie. C'est bizarre. Oui, pour les transferts des grands frères, c'est vrai que
on pourrait avoir tendance à s'interroger, à savoir pourquoi les familles ne sont pas forcément renseignées avant, en fait, puisqu'il y a eu 2 transferts quand même qui ont été assez brutaux. Donc, celui de Didier Laurent, on lui a annoncé le matin à 10h que l'après-midi à 17h, il prenait un vol pour l'Hexagone. Et là, effectivement, donc c'est Lillo qui a été transféré en urgence dans un établissement pénitentiaire de là-bas, sans que sa famille, visiblement, ait été informée. Bonsoir également à Wilma Blondeau. Bonsoir à qui d'autre, à Kitoun Cyprien. Bonsoir à Gaël Théophile. Bonsoir à Joël Le Juste Keuf. Bonsoir à Mieli Pops. Bonsoir à Alice Lilis. Bonsoir, ça me fait penser à Francky. Bonsoir à Gaël Théophile. Bonsoir à Mouton Lucide. Bonsoir à Yvonne Dacour. Bonsoir à... vous étiez dans un débat? Non, on va pas dire ça quand même. Non plus. Ça ira pour aujourd'hui. On se retrouve après la pub.